Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, qui rencontrons-nous cette semaine? Bonjour Mathieu, nous rencontrons Tania Roch-Picard, une femme de communication dynamique et rassembleuse. Inou de Pessamit, titulaire d'un diplôme en administration et gestion publique en contexte autochtone de l'École nationale d'administration publique, notre invitée a parcouru tout le Québec et connaît bien l'ensemble de ces communautés autochtones. En effet, Tania Roch-Picard a été journaliste d'abord à la Société de communication Atikamekw-Montagnais, la SOCAM, puis à Radio-Canada, des mandats qui lui ont permis de prendre le pouls des réalités des nations, mais surtout de constater la diversité et la beauté de leur culture. Tania Roch-Picard est maintenant directrice générale adjointe de la Boîte Rouge Vif, un organisme autochtone sans but lucratif fondé à Chicoutimi en 1998 pour faire mieux connaître le patrimoine culturel et le quotidien des premiers peuples, notamment au moyen de productions multidisciplinaires. Après avoir longtemps travaillé en communication, Tania Roch-Picard s'est tournée vers le droit allochtone et autochtone afin de mieux comprendre le contexte juridique dans lequel évoluent les communautés autochtones, mais aussi de mieux connaître leurs propres traditions dans ce domaine. Envisagerait-elle une réorientation de carrière? En politique, peut-être? Tout est possible, Mathieu, tout est possible. Tania Roch-Picard, bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes une Inou de Pessamit? Oui, c'est bien ça. C'est une communauté autochtone située sur la Côte-Nord. Et ça fait quand même quelques années que vous avez quitté la communauté? J'ai quitté ma communauté après le secondaire. J'avais environ 17 ans, vu que dans les communautés autochtones, il n'y a pas de cégep. J'ai décidé d'aller à Québec là, pour des études collégiales et universitaires. Donc vous avez vécu à Québec, mais aussi à cette île à Trois-Rivières, à Montréal. Vous connaissez bien le Québec? Oui, j'ai voyagé un peu partout dans la province pour mes études, mais aussi pour des expériences de travail que j'ai pu acquérir là, au niveau des années. Parce que vous avez été journaliste, notamment. Oui, c'est bien ça. C'était à la SOCAM, Société Communication Atikamekw-Montagnais. C'est une belle expérience par laquelle j'ai pu faire la tournée des communautés afin de couvrir différents sujets au niveau politique et de l'actualité, au niveau sportif, mais événementiel aussi dans les communautés autochtones. C'était très agréable, puis j'ai pu côtoyer des jeunes, des aînés, mais aussi des personnes importantes qui peuvent mettre à bien l'autodétermination des nations, mais aussi l'expression des voix du peuple. Qu'est-ce que ça vous a appris, le tour des communautés? Est-ce que ça vous a permis de dégager des préoccupations communes ou au contraire, vous avez vu une grande diversité? C'est sûr que j'ai pu voir la réalité au niveau de la situation des Autochtones, les enjeux, mais aussi la beauté de la rencontre, la transmission des savoirs des aînés aux jeunes dans notre territoire, le Nitisinan. On voit vraiment que la richesse de la culture et des langues peuvent promouvoir au bien-être de nos générations. Donc, c'est vraiment touchant de voir la transmission des savoirs, puis c'est important de la continuer parce que c'est ce que nous sommes, c'est notre part d'identité, donc c'est très important. Et la SOCAM, la Société Communication Atikamekw-Montagnais, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça existe depuis 1985. Ça pouvait permettre justement aux communautés autochtones de transmettre les informations importantes au fonctionnement, mais aussi au niveau de l'actualité, où est-ce qu'on en est au niveau des enjeux politiques et comment se rassembler, comment se rallier, travailler en collaboration et porter une voix plus haute là, au niveau des gouvernements. Et ça se transmet par la radio, les journaux, le web? C'est sûr que les communautés autochtones ont toute une radio communautaire dans chaque communauté. Donc, c'est ce qui permet de transmettre l'information, mais aussi de divertir, de rassembler la communauté dans des événements et transmettre la passion à la langue et à la culture. Notre musique, qui est de la langue ancestrale. Donc,
C'est très important de pouvoir continuer cette transmission-là, de diffusion de l'information, mais aussi de la musique, de l'art autochtone. La SOCAM, c'est aussi sur le web, j'imagine, maintenant. Je pense que c'est une formule web qui donne. Ça diffuse au niveau des 15 communautés Atikamekw montagnais, mais aussi dans la communauté de Wendake. Mm-hmm. Vous avez dit que votre tournée des communautés vous avait permis de voir toute la beauté, la diversité, puis la transmission. Est-ce que vous avez aussi vu des préoccupations? Bien entendu, quand on va dans les communautés autochtones, certaines sont plus démunies, d'autres qui manquent d'électricité, d'eau courante. Quand elles sont quand même situées à quelques kilomètres de mines de diamants ou d'or, donc c'est un peu aberrant. Mm-hmm. Mais je pense que c'est aussi une occasion de pouvoir montrer que notre richesse, c'est vraiment la culture, la langue, la transmission des savoirs. Les nations sont toutes uniques, ils ont toutes leurs caractéristiques propres à elles et sont tout le temps prêtes à partager leur savoir, mais aussi leurs connaissances afin de rassembler les communautés, les nations aussi. Donc, oui, il y a plusieurs enjeux au niveau des communautés autochtones. Il y a aussi des enjeux de logement. Il y a aussi des manques de développement au niveau des activités, au niveau psychosocial pour régler des problèmes comme l'alcoolisme, la toxicomanie, comme le suicide aussi. On connaît qu'il y a un très gros taux de suicide dans les communautés autochtones. Ça peut être les enjeux que j'ai remarqués, mais il y a beaucoup de travail qui se fait avec les ressources communautaires, mais aussi les organismes allochtones là, où on peut continuer à travailler en collaboration afin d'offrir des meilleures ressources. Mm-hmm. Mais oui, il y a toujours du travail à faire. Puis je pense que c'est un manque de financement des fois pour continuer le travail afin de donner le bien-être à toute la communauté, mais à toutes les générations qui s'en viennent. Mm. Mais ce que vous en retenez, c'est quand même la beauté de ces communautés-là. Hein? Oui, c'est très accueillant. Puis aussi en sachant que chacune ont leur langue, leur tradition, leur culture propre à elles, je pense que c'est encore plus invitant de pouvoir partir à la découverte de l'autre, mais aussi des nations autochtones, des communautés, vouloir en savoir plus, se rapprocher les uns les autres. Puis après la SOCAM, la Société Communication Atikamekw Montagnaise, vous avez travaillé comme journaliste encore, mais à Radio-Canada. Oui, c'est bien ça. J'ai été recrutée à Radio-Canada au bureau autochtone mobile qui avait pour objectif de faire la tournée des communautés autochtones, aller à la rencontre des jeunes, des aînés, partager des histoires positives, inspirantes qui vont pouvoir justement inspirer les jeunes là, à s'informer un peu plus ou peut-être même devenir eux autres même des journalistes. Mais c'était au niveau de raconter des belles histoires, là. En ayant été journaliste dans un regroupement autochtone puis d'un regroupement allochtone qui était Radio-Canada, est-ce que vous trouvez qu'il y a une manière autochtone de faire du journalisme? S'il y a une manière autochtone de faire du journalisme, je pense qu'on veut tout le temps aller vers la vérité, le véridique. Des fois, on a peut-être plus tendance à faire du journalisme d'enquête là, quand on est autochtone, puis quand on voit des situations aberrantes, comme l'histoire de Joyce Echaquan. Ça a été un moment traumatisant, autant pour les Autochtones que les Allochtones, mais je pense que ça a été un moment charnière où on a pu voir la réalité puis les problématiques au niveau des Autochtones, l'accueil, les préjugés. Je pense que ça peut être des stéréotypes aussi qui ont été mis sur la table, qu'on a pu visualiser, mais ça aussi, ça a été un moment tournant pour le rapprochement. Essayer de comprendre mieux l'autre, puis essayer de justement de s'accepter l'un l'autre parce qu'on vit ensemble. Donc, je pense que... Vous parlez du rapprochement entre autochtones et allochtones? Oui, c'est ça.
C'est particulier de voir la mort de Joyce Echaquan comme un moment de rapprochement. On a eu beaucoup d'empathie. On a eu beaucoup d'empathie des Allochtones. Je pense que ça a été l'histoire qui a fait le tour du monde. C'est plate à dire de savoir qu'on a une visibilité des enjeux autochtones par cette vidéo-là. Puis il fallait vraiment qu'on ait une perte d'une vie en ligne pour que les Allochtones voient justement ce qu'on voyait depuis si longtemps, qu'on essayait de dénoncer, mais qu'on ne croyait pas, je pense. Là. Mais après ça, il y a eu un moment, je pense que tout le monde était prêt à ouvrir les bras, accepter l'autre, à se connaître mieux là, pour pouvoir mieux vivre ensemble. Autant les nations autochtones que les nations allochtones. C'est justement à cause de ça que moi, j'ai embarqué dans l'aventure de la boîte rouge vif, parce que ça utilise les technologies afin d'éveiller un intérêt au niveau des jeunes, mais aussi tout le temps de transmettre les savoirs, assurer une diffusion des traditions, puis justement travailler en collaboration, en concertation, autant avec les Autochtones qu'avec les Allochtones, afin de se rapprocher, puis d'essayer de mieux vivre ensemble, puis d'essayer de mieux se connaître. Là. Ça fait de très belles rencontres, de très belles expériences sur le terrain, puis on s'en sort toujours gagnant. Vous aviez écrit dans Le Devoir, il y a 2 ans, un texte où vous disiez les Québécois, parce qu'ils défendent leur langue, le français, ils se battent en milieu minoritaire, ont beaucoup de points communs avec les Autochtones. C'est un discours qu'on n'entend pas tout le temps. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déménagé il y a 3 ans à Montréal et j'ai appris le droit, le common law, le code civil. Puis ce que j'ai compris, c'est que les Allochtones ont vécu ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on vit présentement. Tout ce qu'on veut faire, c'est protéger la langue, la culture des Autochtones et essayer de sauvegarder justement nos traditions. Parce que le Québec a réussi... on vit les mêmes choses, on vit dans le même territoire. Je pense qu'on est capable de mieux s'entendre là, au fil des années. Donc vous trouvez qu'il pourrait y avoir plus de ponts entre les deux peuples finalement, entre les Autochtones et les Québécois? Oui, il pourrait y avoir des meilleures communications, des meilleurs liens, puis créer des ponts aussi. Puis c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est tout le temps l'autodétermination. Hein. Donc, on veut... C'est ce que vous visez, vous? Oui, c'est je pense que c'est ce que toutes les Autochtones visent. Ouais. Tu sais, là, je pense qu'après tant d'années de colonisation, après l'évangélisation, après les pensionnats autochtones, après tous les traumas, je pense que c'est important de savoir nous-mêmes ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, puis ce qu'on veut construire pour nos jeunes. Et ça s'exprimerait comment, l'autodétermination? Est-ce que ça passerait par des revendications territoriales, de la gouvernance? Comment ça peut s'exprimer? Mais c'est sûr que l'autodétermination, d'abord, je pense, c'est avant tout, c'est nous gérer nous-mêmes dans les différentes sphères, là, de l'éducation, de la santé, de l'économie. Je pense que la plus grosse barrière, c'est la loi sur les Indiens. Qui nous gouverne et nous gère, qui nous traite comme des enfants, finalement, là, du fédéral. Donc, je pense que la première chose, est-ce que ça serait l'abolition de la loi sur les Indiens? Est-ce qu'il faudrait voir avec chaque communauté comment ils veulent gérer leur financement? Ce serait plusieurs questions qu'il faudrait se demander. La boîte rouge vif, vous en êtes la directrice générale adjointe. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça fait 2 ans maintenant que je suis directrice générale adjointe de la boîte rouge vif. C'est un organisme sans but lucratif autochtone qui travaille en concertation puis en collaboration avec les Premières Nations puis les Inuits à voir comment ils veulent se faire représenter. Donc, à l'aide des différents médias, l'art, la muséologie, l'audiovisuel. Donc, on fait plusieurs projets multidisciplinaires avec les artistes, les aînés, les jeunes. Donc, on va tout le temps vers la co-création, la collaboration. On a tout le temps des comités aviseurs là, à chaque projet qu'on fait.
on rassemble différents experts, ressources qui souhaitent justement donner leur opinion puis nous diriger dans le projet pour prendre les bonnes décisions afin de bien représenter les Autochtones. Je pense que c'est ça qui fait notre force là à la Boîte Rouge Vif. C'est la collaboration, la co-création, la transmission des savoir-faire et des savoir-être autochtones à l'aide des technologies. C'est notre devise. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la Boîte Rouge Vif? Elle organise des expositions, des événements, des vidéos? Oui, c'est ça. Nous, on fait tout le temps des projets de collaboration. Donc, on va dans des communautés, on veut voir comment ils veulent faire représenter leur culture, collaborer avec la communauté, à travailler en concertation, en co-création dans différents projets. Je peux vous expliquer quelques projets qu'on a eu la dernière année au Musée de la Civilisation. Lors du Goose Break, on a envoyé des caméras 360 dans une communauté Cri au Awaswanipi. Donc, ça a permis à la nation, à la communauté, puis à une famille de partager ce qu'ils vivaient durant la saison de chasse. On leur a laissé libre choix de nous partager ce qu'ils voulaient. On a eu la chance de voir la chasse aux outardes, après ça, la préparation d'une bannique dans un chapetoine, la cérémonie des premiers pas d'un bébé. Donc, tu sais, c'était des belles images qu'on a pu récupérer, puis qu'on a partagées dans un dôme où on pouvait diffuser les images 360. C'était une immersion culturelle très touchante, là. C'était un moyen, justement, de donner la parole au peuple autochtone, de partager la culture, de visualiser la beauté, je pense, des communautés autochtones, là, de créer des rapprochements, une compréhension, puis je pense éveiller aussi la curiosité, à essayer d'en savoir plus. Et puis c'est de voir le monde à travers les yeux des autochtones aussi, au lieu que ce soit les anthropologues allochtones qui vont dire il se passe ça dans la communauté. Oui, c'est bien ça. Donc on voit la famille, c'est très familial, c'est très chaleureux, accueillant comme on l'a toujours été depuis 400 ans. Vous avez beaucoup témoigné dans votre vie en étant journaliste. Vous avez interviewé beaucoup de gens, vous avez rencontré beaucoup de gens. Puis vous avez mentionné tout à l'heure rapidement que vous aviez repris des études en droit. Est-ce que c'est parce que après avoir beaucoup observé, beaucoup écouté, beaucoup témoigné, vous voulez agir plus directement sur les choses? Je pense que oui, quand on va sur le terrain, on voit concrètement les enjeux, des fois aussi la misère, mais aussi surtout la beauté, l'espoir. Je pense que l'espoir, c'est ce qui m'a touché le plus dans les communautés autochtones. Quand tu vois aussi le grand chemin à faire, puis des fois les injustices, beaucoup d'injustices, il faut aller apprendre qu'est-ce qui nous gouverne, comment on peut se libérer de ça. Ce que j'ai peut-être compris, c'est que des fois, le droit, c'est pour protéger les privilégiés. Je pense que c'est peut-être à cause de ça qu'on veut avoir une autodétermination dans tous les secteurs de notre développement autochtone, autant dans le droit qu'on puisse faire notre propre constitution, se libérer de la loi sur les Indiens. Mais il faut savoir comment eux fonctionnaient pour pouvoir être capable de bien se libérer de ce mécanisme-là, d'après moi. Donc vous avez étudié le droit civil, la common law à l'UQAM, qui est le droit qui s'applique actuellement. Puis maintenant, vous allez renouer avec les traditions juridiques autochtones qui peut-être vous parleraient plus ou auxquelles il faut redonner de la place. Oui, il faut aller les redécouvrir, les partager, surtout les utiliser. C'est important de comprendre la loi aujourd'hui, mais c'est encore plus important de savoir comment nous, on fonctionnait, la manière de répondre aux besoins, mais aussi de protéger, de gouverner les nations, mais aussi les individus, la communauté, parce qu'on avait une pensée très collective, donc très communautaire. Tania Roch-Picard, vous avez rencontré beaucoup de gens dans votre vie, des gens ordinaires, des leaders, des hommes et des femmes politiques, des décideurs, des gens d'affaires, toutes sortes de gens.
Puis là, vous passez de la communication au droit. Est-ce que vous êtes en train de changer de carrière? Je sais qu'on m'avait dit que c'était un saut que plusieurs journalistes faisaient au cours de leur carrière, de passer du journalisme, de passer en avant. Donc, je pense que j'ai fait le grand saut. Je change de carrière aux 2 ans, là, avec tous les diplômes que j'ai eu quand même. C'est vrai que vous avez beaucoup étudié. Oui, j'ai eu beaucoup d'études. C'est très important pour moi. C'est à cause de ça que je pense que je suis vraiment à la bonne place présentement, parce que avec tous les diplômes que j'ai eus, la boîte Rouge-Vif me permet de mettre en application toutes les connaissances dans chacun des domaines d'études. Donc, c'est très important d'utiliser les technologies, de les utiliser efficacement afin de motiver les jeunes, leur intérêt, d'en faire quelque chose de très, très beau, là, des projets multidisciplinaires intéressants. Mais est-ce que vous allez vers la politique? En fait, c'était ça ma question sous-jacente. Est-ce que vous allez faire de la politique? En vrai, j'ai quitté Radio-Canada pour me présenter aux élections de femmes autochtones du Québec il y a bientôt 4 ans. Ça va vite. Donc oui, j'ai quitté mon poste de journaliste pour tenter de faire de la politique parce que c'est pas moi qui ai été élue, là. J'ai pu rencontrer des jeunes femmes, des co-gums qui croyaient vraiment en rêve puis qui veulent seulement être bien dans leur famille, dans leur communauté, voir leur nation guérir. Donc c'était une très belle expérience, là, les élections de femmes autochtones du Québec. Et bien entendu, j'aurais aimé ça être élue, mais je pense que j'ai aussi eu une autre voie avec la boîte Rouge-Vif, là, parce que j'ai embarqué avec la boîte Rouge-Vif tout de suite après les élections. Donc, des fois, on dit que la vie fait bien les choses. Donc, la boîte Rouge-Vif me permet de mettre en pratique toutes les compétences que j'ai acquises dans les différents domaines d'études. Puis, je suis très contente d'être là aujourd'hui, afin de travailler avec les nations, afin de voir les yeux briller des jeunes quand ils vont dans le territoire, le bien-être des aînés quand ils transmettent leur savoir, la collaboration, la communauté qui vit puis qui bouge justement pour travailler ensemble dans un projet qui inspire plusieurs personnes. Je pense que c'est très inspirant. Puis on travaille beaucoup aussi autant dans les communautés autochtones avec la population que avec les allochtones dans les milieux urbains. Dernièrement, on fait plusieurs campagnes de promotion, de valorisation, mais aussi publicitaires là, avec le gouvernement pour travailler à savoir comment les Autochtones veulent bien se faire représenter. Fait qu'on a des contrats avec le ministère, autant de la culture, de l'éducation, des relations autochtones, des Premières Nations et des Inuits. Donc, à faire des campagnes, là, justement, à nous donner parole, à offrir notre opinion, à voir comment qu'on veut se faire bien représenter, mais aussi à montrer une image positive là, des Autochtones pour des enjeux qui nous concernent. Quelque part, c'est déjà un travail de représentation politique que vous faites. D'après moi, oui, mais aussi, même si on veut pas le dire. Mais oui, c'est un travail de médiation sociale, communautaire. On fait beaucoup de médiation, on fait de la collaboration, de la concertation, de la co-création. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Grande chef? Chef de l'Assemblée des Premières Nations? Peut-être, qui sait, bien entendu. C'est sûr que j'aimerais porter la voix des Autochtones. Je sais pas comment, est-ce que ça va être au niveau journalistique, politique. Pour l'instant, je le fais très bien, je pense, au niveau culturel. Je pense que la culture, c'est la voix des Autochtones, c'est la langue aussi, c'est notre fierté, puis c'est notre identité. Puis je pense que c'est ce que je veux faire aujourd'hui, puis probablement toute ma vie, c'est porter la voix des Autochtones, représenter les enjeux, mais aussi défendre les intérêts. Vous avez déjà dit que vous faisiez beaucoup de sacrifices, notamment que vous aviez dû partir loin de votre communauté, de votre famille. Quel est votre point de vue maintenant là-dessus? Parce que c'est vrai que pour faire ce que vous faites, il faut beaucoup être en ville. Alors c'est loin de Pessamit. Est-ce que votre communauté vous manque encore autant? Est-ce que vous y retournez pour vous ressourcer? Comment vous vous ressourcez?
Certainement que quand tu vis à des kilomètres de ta communauté, c'est très dur pour les Autochtones de partir de la maison, aller dans une ville étrangère un peu plus grande, tu sais, avec l'obstacle des fois de la langue, puis de la compréhension, de la communication. Je pense que c'est un très grand défi que plusieurs Autochtones peuvent faire également parce qu'il y a de plus en plus de ressources là, au niveau de l'intégration, de l'accueil des Autochtones, l'entraide. Comme pour les centres d'amitié autochtones, moi, c'est des ressources qui m'ont aidé là, vraiment beaucoup là, à rester en ville pour poursuivre mes études, puis justement, éventuellement, avoir une carrière, travailler à trouver des solutions pour les enjeux autochtones. Je pense que ça a tout le temps été quelque chose que j'ai voulu faire. Alors les Autochtones, ils sont partout, finalement, on se dit, ils sont dans les communautés, mais ils sont aussi en ville, il y a tout un réseau, là. Ça atténue un peu le mal du pays, là, j'imagine. Quand on est ensemble, quand on entend la langue qu'on a entendue depuis qu'on est jeune, c'est très rassurant, puis c'est très sécurisant, je pense. Faire des activités autour d'une table, c'est juste partager un repas, entendre le monde rire, jouer à des jeux de société qu'on connaît, tu sais, à la maison. Donc oui, c'est très sécurisant, rassurant de se rassembler puis de connaître aussi d'autres personnes. Donc, j'aime vraiment ça, voir la solidarité des Premières Nations et des Inuits. Tania Roque-Picard, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter de devenir chef de ce que vous voulez, femme politique. Je vous remercie. Peut-être que si ce jour s'en vient ou s'en viendra, on va pouvoir en discuter encore. C'est sûr, j'arriverai avec mon micro, c'est sûr. Merci. Merci. Un grand merci à Tania Roque-Picard d'avoir partagé avec nous son immense attachement aux cultures autochtones et au parcours de résilience et d'affirmation des communautés. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Nous restons à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.